Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons toujours de Madagascar. La Commission de l'Union africaine suit la situation politique avec une profonde inquiétude, toujours avec cette situation confuse à Madagascar qui inquiète tous les partenaires, également les organisations sous-régionales, surtout la Commission de l'Union africaine qui dit sur cette situation politique avec inquiétude. C'est vrai que ce n'est pas aujourd'hui ou ce week-end que ces manifestations ont commencé, mais comme à son habitude, les organisations, à leur habitude, peut-être les organisations internationales et les partenaires, les organisations sous-régionales plutôt, n'ont pas vraiment pu se prononcer sur la situation avant qu'elle ne dégénère, et maintenant, elles la suivent avec une profonde inquiétude. Oui, c'est la même constat qu'on fait à chaque moment quand il y a de ce genre de situation dans les pays. Et j'ai l'impression que les organisations, que ce soit sous-régionales ou même continentales, sont vraiment très faibles et n'arrivent pas à apporter de véritables solutions à ce genre de crise, malgré que leur mission première, c'est quand même d'éviter les conflits dans les pays. Et malheureusement, ces organisations, puisque c'est d'elles qu'il s'agisse, et ce sont des organisations pour moi qui sont fantoches, qui représentent beaucoup plus les chefs d'État qui sont des amis que des populations dont elles se disent être issues. Donc moi aujourd'hui, je ne suis pas surpris par l'intervention de l'Union africaine, même si on connaît leur formule traditionnelle. Ils vont venir appeler au calme et puis appeler ensuite au dialogue pour que la situation soit décantée, alors que c'est pas véritablement ce que les populations veulent. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Si ces organisations-là jouent véritablement leur rôle, c'est vrai, on va me parler de diplomatie, mais c'est pas que la diplomatie qui résout le problème. Il faut aussi connaître les réelles causes et puis essayer d'apporter de véritables problèmes, parce que ces organisations-là, ils ont des représentants pratiquement dans tous les pays, ils ont des représentants au Madagascar, et donc dans les normes, ils doivent appréhender quand même ce genre de situation bien avant. Et au début des manifestations depuis le 27 septembre, l'Union africaine ne s'est pas prononcée. Et c'est maintenant qu'on entend parler. Dans les normes, depuis le 25 septembre, là, cette organisation devrait se prononcer, essayer d'appeler quand même au calme et à un dialogue sincère des acteurs, peut-être même pour réprimander le président Rajoelina et son gouvernement. Ça peut se faire. Ça peut se faire avec un langage diplomatique. Je pense que ça peut se faire et surtout essayer aussi d'apporter une solution. Malheureusement, ils attendent à chaque moment que ça déborde, qu'il y ait mort d'hommes et tout ça avant de prendre position. Maintenant, on dénombre assez de morts au Madagascar. C'est maintenant là que les organisations sous-régionales et continentales, notamment l'Union africaine, intervient. Moi, ça me pose un réel problème de savoir si ces organisations ne sont pas juste là que de nom, ne représentent que les chefs d'État, parce que quand ils interviennent dans la plupart des crises dans les pays, ce que moi j'ai constaté, c'est que ils ont tendance à vouloir sauver celui qui est en train de diriger. C'est ce que moi j'ai constaté. Ils ont tendance à vouloir sauver la tête de celui-là qui est en train de diriger. On l'a constaté dans plusieurs pays, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et autres. Là, on a constaté ça dans plusieurs pays. Et je pense que ces organisations-là doivent véritablement changer de paradigme et savoir qu'elles sont là pour les populations. Elles sont issues de la population et donc doivent apporter des solutions quand il faut à ces populations, et ne pas attendre à chaque moment qu'il y ait bain de sang avant de réagir. On est en train de constater la même chose en Côte d'Ivoire. Ils auraient pu éviter ce genre de situation. Malheureusement, en Afrique, on attend toujours que il y ait mort d'homme, qu'il y ait bain de sang et tout ça avant de sortir un communiqué comme quoi nous déplorons les morts, nous condamnons les répressions des populations, mais qu'on appelle au calme et tout ça. Entre-temps, de pauvres citoyens ont perdu la vie. Adam Ajrono. Oui, moi, la question qui me revient en tête tout de suite, c'est justement, je parle d'un mécanisme d'alerte précoce, puisque lorsque ces institutions sous-régionales ont des représentants partout ailleurs, dans tous les pays pratiquement, et justement par le mécanisme d'alerte précoce, arrivent véritablement à alerter sur des incidents désagréables qui peuvent survenir. Mais aujourd'hui, lorsque vous allez voir dans tous ces pays-là qui ont connu aussi bien des instabilités ou des crises politiques, et on se pose la question de savoir qu'est devenu donc ces mécanismes d'alerte précoce-là. C'est vrai que lorsque vous les prenez dans leur globalité, il y a cette question
subsidiarité qui revient pour la plupart du temps en ce qui concerne la sous-région la plus proche, qui partage en réalité les mêmes réalités que ce pays et qui est naturellement le plus affecté que d'autres. Il est le plus indiqué, mais justement, lorsque nous prenons part dans la commission de l'Union africaine aujourd'hui, cette commission-là est embourbée par de multiples crises. Ça veut dire quand même qu'elle est inefficace d'un point de vue alerte précoce. Elle est inefficace. Et justement, lorsque ces crises-là se multiplient, déjà, il en a déjà jusqu'au cou, et la crise du Madagascar vient en rajouter. Ça veut dire quelque part que cela interpelle pratiquement à la refondation, sinon à la restructuration de ces institutions-là. Puisque à quoi servent ces institutions, et surtout lorsque vous êtes des pays, même c'est vous qui contribuez à leur existence. Et donc vous contribuez pour que ces institutions-là puissent aider à prévenir donc cette multiple crise-là. On n'a pas la solution. Ça veut dire quelque part que soit c'est de l'argent qu'on jette par la fenêtre, soit c'est une question de restructuration qui se pose. Et je pense que toutes nos institutions pratiquement, qu'elles soient donc africaines, même internationales, puisqu'il n'y a pas que les institutions africaines, et je pense que sur la question du Togo tout à l'heure, la question serait abordée. Donc c'est pour la raison que ces États-là devaient, ou ces jeunesses-là devaient également se poser la question, puisque quelque part, et c'est vrai, on le dit, le président de la République incarne pratiquement l'État, et il va de soi qu'il soit donc protégé, puisque lorsqu'ils sont mis en danger, c'est tout l'État qui est mis en danger. Voilà pourquoi d'ailleurs même c'est symbolique de pouvoir véritablement prendre soin du numéro 1 pour préserver l'institution. Mais au même moment, il faudrait quand même qu'on puisse pencher sur la situation de la population, puisque cette population-là, c'est elle qui est donc la résultante, et lorsqu'elle se révolte, justement, aucune arme, il y a beaucoup d'adage qui le disent, aucune arme n'est assez redoutable que la population. Donc, ils doivent également prendre soin de pouvoir voir, est-ce que les programmes sur lesquels vous êtes élus par la population, cela s'exécute. C'est en ce sens que je pense que les institutions qui permettent en réalité de jauger en réalité l'efficacité des politiques mises en œuvre puissent donc révéler, en tout cas pour la plupart du temps, la situation de gouvernants des pays, la situation économique, et tirer en réalité la résultante que voilà, ça ne va pas. Et malheureusement, ces institutions, pour la plupart également, sont manipulées. Et nous avons vu, en tout cas, des chiffres, il y a le cas du Sénégal qui revient pour la plupart du temps, qui estime qu'il y a des manipulations, les chefs d'État, pour éviter qu'ils soient donc décriés, donc manipulent donc ces institutions-là. Donc, ils sont inefficaces. Parce que lorsque vous travaillez pour la population, soyez à l'écoute de la population, là, toujours. Lorsqu'elle est arrivée donc à être débordée, il exprime donc son mécontentement. Et comme je l'ai dit, aucune arme n'est assez redoutable que cette population-là. Donc il va de soi que on puisse donc revoir, en tout cas la refondation, la restructuration de ces institutions-là, pour qu'ils soient véritablement donc à l'écoute du bien fondé de la population, que d'être tout simplement à l'écoute du chef de l'État qui met en avant son programme. Et ce programme-là, nous savons aujourd'hui que ces programmes-là peuvent être manipulés et en défaveur naturellement donc de la population. Merci beaucoup Adam Adrono. Gabin et Djaro, quelque chose à ajouter? Oui, quoi qu'on dise, vous savez, il faut, Adam vient de le dire, il faut travailler pour le compte de la population. Mais maintenant, la question est de savoir si nos dirigeants aiment tellement leur population ou bien aiment assez leur population pour leur faire du bien. Parce que tout part de là, de la mauvaise gouvernance. Parce que quand vous travaillez, quand vous gouvernez très bien, ça se sent dans la société. On sait que, bon, voilà, vous ne pouvez pas tout faire, mais sur ce point, sur ce plan-là, vous êtes en train de faire quelque chose. Malheureusement, nos dirigeants, quand ils viennent au pouvoir, ils cherchent premièrement à sécuriser leur fauteuil, et là, ils mettent quand même le pays en relation avec des organisations, même des pays qu'il ne faut pas. Et même maintenant, par rapport à nos organisations sous-régionales et continentales, ce sont des organisations qui ne sont pas véritablement indépendantes. Et la plupart du temps, on a l'impression comme si ces organisations-là doivent recevoir des ordres de quelque part avant d'agir. C'est ce qu'on est en train de constater. Malheureusement pour nous, donc à un moment donné, il faut aller à une restructuration quand même de ces organisations-là, et que nos dirigeants même changent de mentalité. Il va falloir changer de mentalité. Savoir que vous êtes élu par une population, que vous devez travailler pour le compte de cette population-là. Et surtout, la question du mandat présidentiel aussi. Quand ce mandat-là, quand votre mandat passe, il ne faut pas chercher à modifier les tests. Quittez tout simplement le pouvoir parce qu'il y a d'autres personnes dans le pays plus intelligentes que vous pour pouvoir diriger. C'est aussi simple que ça.
Et ces appels lancés seront-ils écoutés par les différentes parties impliquées dans cette situation confuse à Madagascar, les populations, les manifestants, les militaires, le président Rajoelina et son camp? On appelle au calme et au dialogue, on privilégie la voie du dialogue, mais au regard de la situation, est-ce qu'une issue autre que ce qu'on pourrait s'imaginer est possible s'il s'agissait du dialogue? Non, vous savez, je le disais tantôt, lorsque on met en exécution une arme à destruction massive et qui est déjà partie, est-ce que vous êtes sûr que les appels seuls peuvent encore ramener en tout cas la paix et que cette arme-là n'ira pas au bout de, en tout cas, de sa suite? C'est pas évident. Donc, quelque part, comme je l'ai dit, la population telle qu'elle est révoltée aujourd'hui doit être considérée comme une arme qu'aucun discours ne peut encore arrêter. Ce n'est plus une question de discours. Voilà pourquoi je dis, ce serait quand même une erreur, vu la situation telle qu'elle est tendue jusqu'à ce point. Il faut écouter cette population-là parce que lorsqu'elle est révoltée, aucune arme, aussi redoutable soit-elle, ne peut dépasser cette population-là. Ça voudrait dire que c'est l'arme de décision massive qu'on puisse donc avoir. Quand vous dites qu'il faut écouter la population... Aujourd'hui, je pense que vous avez vu, nous n'allons plus encore remonter la chronologie des événements. L'armée qui s'est rejointe, nous avons vu les syndicats, etc. Et qui veulent aujourd'hui, à part tout ce... Et chaque jour que Dieu fait d'ailleurs même, il y a toujours eu des choses qui sont à rajouter aux revendications de départ. Mais aujourd'hui, le summum de la revendication, c'est quoi? On demande le départ du président de la République. Donc, de toute évidence, je pense que le discours ne peut plus arrêter. Cela, il faudrait. Le président, de son côté, avait dit, comme je le disais bien avant, déjà samedi, il avait dit qu'il était prêt à discuter. Il avait ouvert la voie du dialogue. Il a rencontré certains syndicats, certaines organisations, et il avait demandé un an pour mettre en application les revendications des manifestants. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas la voie du dialogue? Non, c'était souhaitable, mais je pense que c'est ce qu'il fallait faire dès l'entame de cette crise-là. Et donc, on a laissé la crise, en tout cas, aller à un point où on ne pourrait plus donc rattacher. Ça vous a dit aujourd'hui, son discours n'est plus écouté. On parle d'ailleurs même de désobéissance. Ça vous a dit quelque part qu'un chef d'État qui n'est plus écouté, c'est quand même la catastrophe. Et donc, je me dis, est-ce que ce dialogue-là, vous l'avez vu, est-ce qu'il a appelé à ce dialogue-là? Ça n'a pas, en tout cas, aménagé les ardeurs. Ça veut dire quelque part qu'ils sont à un point où ce qui est réclamé doit être fait. Donc, c'est pourquoi moi je dis, le dialogue est souhaitable, de mon point de vue. Mais on a réprimé avant d'arriver donc au dialogue. Ça veut dire quelque part que la manifestation a dépassé, sinon il continuera donc pas à réprimer. Donc, de toute évidence, ce qui est souhaitable, je pense que c'est quand même, de mon point de vue, il faut quand même prendre le moins de mal. Le moins de mal aujourd'hui, c'est justement rendre le tablier et organiser, permettre à la population ou carrément à l'État de continuer pas à vivre. Sinon, cette désobéissance-là, auquel l'armée sont donc rajoutées, n'arrange pas le président. Merci beaucoup, Gabin Adjao. Oui, il y aura forcément un dialogue, mais ce sera après Rajoelina. Ce sera un dialogue sans lui, parce qu'il a eu déjà posé des actes. Si véritablement la population se sentait encore en confiance avec lui, bon, la tension allait baisser, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. On se souvient notamment que le gouvernement même a été modifié le 30 septembre dernier, 5 jours après le début des manifestations. Et après, il a fait une promesse comme quoi il allait résoudre le problème si on lui donnait un délai d'un an. Et puis tout ça, les populations ne veulent absolument rien attendre. Je pense qu'il y aura forcément un dialogue pour l'organisation des prochaines élections après Rajoelina. Peut-être que bon, Osteni rendrait à quelque chose là, celui-là qui était deuxième après les présidentielles passées, peut-être il va prendre la main. Et maintenant, tous les politiciens doivent quand même savoir que cette population-là ne va plus laisser passer un certain nombre de choses. Et donc, il va falloir véritablement aller dans le sens de la bonne gouvernance pour permettre à ce que la population puisse avoir gain de cause du pourquoi surtout il vous a porté à la magistrature suprême. Alors, en fait, le bénéfice de mon point de vue de cette crise-là, au lieu qu'on le voit d'un mauvais regard, ça permet de préparer en réalité ce que déjà nous avons eu 2 cas. La population a estimé que la gouvernance n'est pas ça. Ces préoccupations les plus mineures ne sont pas prises en compte. Je pense que celui qui viendra doit quand même changer d'approche en faisant en sorte que la population, ou en tout cas les besoins
de la population soit sa préoccupation majeure. On ne va plus faire de l'hypocrisie, puisque je dirais vraiment l'hypocrisie, parce que vous donnez la parole, vous donnez des gars, vous donnez un programme de société sur lequel on vous a élu, mais après tout, vous n'exécutez pas. Et cette population met déjà en garde, ça vous a dit, le prochain président devait quand même avoir les manches assez retroussées pour faire en sorte que ce ne soit, il travaillera rien que pour la population et en vrai. C'est ce qui est important. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.